Ok, une capsule un petit peu rapide du cours ACT 6100 d'analyse des données sur des choses que vous connaissez, mais voilà, encore, là, je suis plus dans les rappels que dans les compléments. Je vais revenir sur d'autres petites choses sur les vecteurs gaussiens parce que, certes, c'était la base du cours STT 5100, mais là aussi, ça va être important dans ce que nous on fait parce que le vecteur gaussien reste la base de beaucoup de choses dès lors qu'on s'intéresse à des problèmes multivariés. Alors, le but du cours, c'est de faire des problèmes multivariés un petit peu complexes. Donc, je vais basculer sur mes transparents. OK. Donc, propriété du vecteur gaussien. Donc, ça va aller un petit peu vite parce que vraiment, c'est des rappels. Heu, donc, avant de définir le vecteur gaussien, je vais juste revenir sur 2 objets importants qui sont les espérances et les variances. Donc, quand on est sur un vecteur aléatoire, heu, donc il va avoir une distribution, OK, qui va être caractérisée par sa densité, sa fonction de répartition, ce que vous voulez. Mais assez souvent, on résumera l'information dans 2 grandeurs, l'espérance et la variance, OK, comme classiquement, en fait, dans un cas univarié. La seule chose, c'est que dans un cas multivarié, ces objets sont un peu plus compliqués. Okay. L'espérance d'un vecteur aléatoire, c'est quoi? C'est jamais que la collection des espérances individuelles. Donc, l'espérance de mon vecteur x, c'est l'espérance de la première composante, l'espérance de la deuxième, l'espérance de la dm. Okay. Donc, je les mets tous ensemble. Donc, ça me fait fondamentalement un vecteur de dimension d. La variance, ça va être quelque chose d'un peu plus compliqué. La variance va être une matrice d fois d. Okay. Et tout simplement, donc, l'espérance de x transposé. Okay, donc ça, ce serait le moment d'ordre 2, mais je vais le centrer. Donc, ça nous fait l'espérance de x moins son espérance transposée. Okay, donc, on est bien sur quand vous prenez un vecteur multiplié par le vecteur transposé, ça nous définit bien une matrice d fois d. D'accord. Quand vous creusez un tout petit peu ce qui se cache à l'intérieur, sur les termes diagonaux, je vais récupérer de l'espérance de xi moins l'espérance de xi au carré. Donc, ça, c'est la variance. Donc, les termes diagonaux correspondent aux variances de mes variables. Et les termes hors diagonaux, le terme IJ de cette matrice de variance-covariance, ce sera la covariance. Okay. Donc la covariance, c'est l'espérance de ce produit croisé, x moins son espérance, xi moins son espérance, xj moins son espérance. Okay. Donc une fois qu'on a ça, on a plein de propriétés. Donc là encore, on va retrouver des propriétés qui ressemblent à celles qu'on a en univarié, c'est-à-dire que l'espérance est linéaire, la variance, elle n'est pas linéaire, elle est quadratique, mais quadratique au sens matriciel. Okay. Donc si jamais je me donne un vecteur x qui est une moyenne mu et une matrice de variance-covariance sigma. Si jamais je prends deux matrices A et B qui ont les bonnes tailles, okay, histoire que je puisse faire des calculs, je peux vous montrer par exemple que la variance de x transposé A, plus une constante, peu importe, c'est A transposé sigma. Okay, donc c'est vraiment l'extension naturelle bivariée du fait que en univarié, la variance de ax plus b, c'est a au carré, variance de x. Okay, donc c'est juste que le terme linéaire constant, il va disparaître. Donc ça, il n'y a pas vraiment de surprise. Okay. La seule petite subtilité, c'est que la variance de cette fonction-là va s'écrire comme étant une forme quadratique, okay, qui va avoir cette forme-là. Donc l'effet quadratique qu'on avait sur la variance va se traduire de manière un tout petit peu différente sur la covariance. Donc on a une propriété qui peut aller un peu plus loin. C'est que la covariance entre A transposé X et B transposé X, ça va être du A transposé sigma B. Okay. L'espérance, il n'y a pas de souci. On garde les propriétés de linéarité, l'espérance reste linéaire. Okay. Mais la covariance, il faut juste faire un petit peu attention, on a des propriétés de forme quadratique. Ok, donc maintenant qu'on a joué un petit peu avec nos différents objets, revenons au vecteur gaussien. Donc, je vous rappelle, la loi normale est définie comment? Donc, la loi normale, c'est une loi mu sigma carré, et c'est défini comment? J'ai ce petit paramètre qui est un paramètre de normalisation, mais c'est essentiellement une exponentielle de moins 1 demi, et ici, je récupère quelque chose. Donc, on voit apparaître, si vous pouvez repenser à presque la norme de Mahalanobis, quoi. On voit apparaître du x moins mu sur sigma au carré. Donc, j'ai centré réduit ma variable et je prends son carré. Moins 1 demi du carré de la variable centrée réduite. On va faire la même chose en multivarié. Okay, sauf que mon x moins mu au carré sur sigma carré va devenir du x moins mu transposé x moins mu. Okay. Encore une fois, il faut que ce soit une densité, c'est une fonction qui va de Rn dans R, donc il faut bien que j'arrive à quelque chose de réel. Donc cet objet-là me définit bien quelque chose de réel. Okay. Le sigma carré va devenir du sigma moins 1. Okay. Donc je le passe quand même au dénominateur, mais le dénominateur en matriciel, c'est juste dire que j'ai un inverse. Okay. Toujours la même petite subtilité. Okay. Quand vous êtes sur une variance en dimension 1, on va appeler ça sigma 2. La variance en dimension plus grande que 1, elle s'appelle juste sigma. Okay. Donc souvenez-vous juste que sigma, c'est forcément positif. Okay. Dans le sens de positivité de matrice. Okay. Donc c'est une matrice qui est
qui est positive. Donc, cette distribution, elle est importante parce que, en gros, tout le cours de STT 5100 repose sur le fait que quand vous avez un vecteur gaussien en conditionnant, vous restez gaussien, d'accord, avec une espérance qui va être linéaire en la variable de conditionnement et la variance va être constante et même plus faible que la variance de départ. Okay, donc ça, c'était en gros, je vous ai résumé en 2 phrases tout le cours de l'essentiel, en tout cas, de la régression linéaire. D'accord. Donc, si jamais j'ai une distribution gaussienne, j'ai des estimateurs assez naturels qui arrivent, donc je peux calculer sa moyenne empirique. Donc, dès qu'on verra des sommes des xi, il faudra penser à une moyenne. Et quand on verra apparaître des sommes des xi moins x bar, xi moins x bar transposées, il faudra penser à la matrice de variance covariance. Okay, donc, quand on verra apparaître des choses qui seront des sommes des xi transposées par la suite, tout naturellement, il faudra vous dire que c'est une variance de quelque chose. Okay, je dis ça parce que toute la partie que je vais vous faire en analyse des données non supervisée, je ne vous la présenterai pas vraiment sous une forme probabiliste. Okay, il y a une interprétation probabiliste de quasiment tout, mais moi, je vais me contenter de vous faire de l'algèbre linéaire et de vous dire on va travailler sur des objets, donc on va définir des sommes, j'essaierai plutôt de vous le mettre sous forme de distance, parce que c'est toujours un peu plus joli, mais quand on verra apparaître des sommes des xi, xi transposées, il faut que ça percute et que vous pensiez que c'est une variance, et donc ça peut avoir du sens quand on veut faire des regroupements, d'avoir des variances intra qui sont faibles, des variances inter qui sont importantes et ce genre de choses. Okay, donc, souvenez-vous juste de ça. Propriété classique, les courbes d'isodensité sont des ellipsoïdes. En dimension 2, c'est des ellipses. Okay, donc voilà des distributions gaussiennes. Okay, donc voilà des vecteurs gaussiens en dimension 2. Donc le premier, on voit apparaître, nos ellipses. Hein, elles sont cachées ici. Donc ça, je vous avais déjà dit que je vous renvoie à la partie où j'avais dû faire un slide sur les fonctions quadratiques. Donc, sans vouloir rentrer trop dans les propriétés de ces objets-là, on avait des ellipses. Okay, je crois que j'ai quelques slides après, juste pour essayer de faire le lien quand même entre les ellipses et les matrices de variance-covariance. Et en tout cas, des directions de ces matrices-là. Donc ici, je suis sur des vecteurs gaussiens N01, okay, à chaque fois, univariés, mais j'ai des corrélations différentes. Donc ici, je suis négatif. Okay, donc le côté négatif, ça veut dire quoi? C'est très simple. Hein, ça veut dire, si jamais je suis grand en X, okay, donc si jamais je ne me retrouve pas ici, ben, ce qu'il nous dit, c'est que je suis plutôt par là. C'est-à-dire que mon Y, par contre, il est plutôt petit. Okay, donc si X est grand, Y est petit. De manière réciproque, si X était petit, Y serait grand. Donc on voit que les deux évoluent en sens inverse, c'est une corrélation négative. Okay, ici, j'apprends strictement rien dans le cas du milieu. J'ai des cercles, d'accord, donc c'est le cas indépendant. Et ici, je suis sur une corrélation qui est positive, avec plutôt un étirement suivant la première diagonale. Okay. Alors revenons juste 2 minutes sur ces formes quadratiques. De manière générale, donc, quand j'ai une matrice M qui est symétrique, okay, donc symétrique, ça veut dire que j'ai 3 composantes. Hein, j'ai la composante A, j'ai la composante C et j'ai la composante B qu'on va retrouver sur la diagonale. Donc, si jamais je m'intéresse à la forme quadratique associée, cette fonction-là va nous définir une ellipse à partir du moment où la matrice M est définie positive. Okay, et ça, bon, on n'est pas loin de la voir parce que une matrice de variance-covariance, c'est fondamentalement quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif parce que je vous rappelle, une variance, c'est défini comme étant la variance de X, c'est jamais que l'espérance de X transposé. Okay, donc on voit apparaître quelque chose qui est une matrice qui est positive. Okay, quand est-ce qu'on sera défini positif? On sera défini positif quand la matrice X sera de plein rang. Okay, pas de plein rang en colonne. D'accord? Donc, je peux définir ces ellipses. Alors, on va juste regarder un petit peu les valeurs propres, parce que c'est la partie qui est intéressante dans ce petit problème. Okay, regardons juste les valeurs propres qu'on va avoir quand on s'intéresse à ces formes quadratiques. Alors, juste une petite remarque importante, là encore. Ma forme quadratique, elle s'écrit sous cette forme-là. Je vous rappelle que quand on faisait notre vecteur gaussien, ce qui apparaissait, c'était une exponentielle de moins 1,5. On voyait apparaître le z transposé, mais c'était du sigma moins 1. Okay, donc le lien entre m et sigma, il est que, en fait, c'est du sigma moins 1 qui apparaît. D'accord, donc il y aura une petite interprétation un peu bizarre en termes de rang. Okay, mais disons que si jamais ma matrice M était diagonale, okay, dans ces cas-là, sigma moins 1, c'est l'inverse des éléments diagonaux. Okay, donc repensez à la décomposition en valeur singulière, à la décomposition en valeur propre. Okay, je suis sur des matrices carrées symétriques. Okay, les vecteurs propres de ma matrice M, c'est l'inverse des vecteurs propres associés à la matrice sigma. Okay, donc quand je vous dis que la plus grande valeur propre va être associée au plus petit rétrécissement, ça veut dire que si jamais j'ai une variance qui est grande, je vais avoir le plus grand rétrécissement. Okay,
Voilà, gardez juste ça en tête. Encore une fois, le M, il est lié à l'inverse de la matrice sigma. OK. Donc, je vais faire la décomposition spectrale. La décomposition spectrale, elle a du sens parce que j'ai une matrice qui est définie positive, elle est symétrique, elle est carrée. Okay, donc, déjà, j'ai une décomposition spectrale. D'accord, donc, je peux trouver des valeurs propres qui sont a priori non nulles. Okay, j'ai une matrice qui, en plus, je l'ai supposée définie positive. Donc, en plus, elles sont toutes les deux strictement positives. Okay, je peux juste supposer qu'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Si jamais elles sont égales, dans ces cas-là, on va avoir plutôt un cercle. Okay, mais si jamais j'en ai une qui est plus grande que l'autre, je vais avoir des ellipses. Alors, je vais juste vous montrer sur un petit dessin ce que c'est. Je vous ai pris ici une matrice M. Donc, encore une fois, c'est l'inverse de ma matrice de variance-covariance. Okay, donc, j'ai ma matrice M qui apparaît ici, 0,6, 0,2, 0,2, 0,9. Okay, cette matrice-là, quand je fais sa décomposition spectrale, j'obtiens ces deux valeurs propres, 1 et 0,5. Donc, il y en a une qui est effectivement plus grande que l'autre, okay, et les deux sont positives. Si jamais je regarde les valeurs propres, elles sont ici. Donc, en gros, on reconnaît 1 et 2. D'accord, la deuxième partie est deux fois plus grande que la première. Donc, en fait, on peut montrer même que c'est le vecteur qui est proportionnel à 1, 2. Classiquement, dans R, quand vous demandez les vecteurs propres, il va vous renvoyer les valeurs normalisées, dans le sens où la norme doit être égale à 1. Donc, 1, 2, ce n'est pas normé, la norme elle vaut 5. Okay, enfin, la norme vaut racine de 5. Donc, le vecteur V1, le première valeur propre, ce sera racine carrée de 5, 1 demi. Okay, donc, racine carrée de 5, 1 demi, 1, 2, c'est en fait ce vecteur propre qui se trouve là. Okay, donc, le premier vecteur propre, c'est celui qui va se trouver en bleu. Okay, le deuxième, il est orthogonal. Encore une fois, quand j'ai des matrices qui sont symétriques réelles, dans ces cas-là, les valeurs propres vont être orthogonales. Okay, et pour être orthogonal à 1, 2, il suffit que je prenne moins 2, 1. Donc, c'est la deuxième composante qui se trouve là. Okay, quand vous regardez la matrice associée à la forme quadratique avec une matrice M, ce qu'on peut noter, c'est que donc on a une ellipse. L'ellipse, elle possède un grand axe et un petit axe. Okay, donc, c'est jamais que repenser au mouvement des planètes, hein, c'est vraiment des cercles qui sont étirés suivant le grand axe. Okay, mais en fait, le grand axe, il est associé à la plus petite valeur propre. Okay, c'est exactement la plus petite valeur propre. Donc, on a des liens très forts en fait, entre les valeurs propres et les formes des ellipses dans le cas des vecteurs gaussiens. D'accord, donc, quand on fera de l'analyse de valeurs propres et de vecteurs propres, quand on aura quand on fera l'analyse multivariée, okay, on verra réapparaître ces histoires d'ellipses qui vont se déformer. Ce qu'il faut juste se souvenir, c'est que, et je le refais très rapidement, l'axe principal, le grand axe de mon ellipse, il est associé à la plus. Sa direction, ce sera le vecteur propre associé à la plus petite valeur propre de M, c'est-à-dire la plus grande valeur propre de sigma. Okay, donc, si jamais vous avez une matrice sigma, donc encore une fois, sigma, c'est une matrice de variance-covariance. Donc, vous avez deux éléments. Si jamais vous avez une variance qui est relativement importante, donc si jamais vous étirez suivant une direction, dans ces cas-là, ça va se ressentir. Et donc, si jamais j'ai plus de variance en X1, dans ces cas-là, je vais avoir une ellipse qui est plus étirée dans un axe qui va être peut-être un petit peu plus horizontal. Okay, c'est ça qu'on va voir quand on fera des ellipses dans les vecteurs gaussiens. Okay, après, les vecteurs gaussiens, encore une fois, on a tout plein de propriétés, donc c'est stable par addition. Donc, si jamais j'ai un vecteur gaussien, dans ces cas-là, si x est gaussien, ax plus b est aussi un vecteur gaussien, mais là encore, c'est des choses que vous savez. Okay, et j'ai l'impression que je tourne en rond, parce que j'ai l'impression que j'ai répété plusieurs fois la même phrase, mais non, c'est juste que je suis arrivé à la fin. Donc voilà, vecteur gaussien, vous le connaissez. Si jamais ce n'est pas très clair, replongez-vous dans votre cours de STT 5100. Okay, encore une fois, on n'en aura pas forcément, on en a moins besoin en tout cas ici que dans le cours de stats. Encore une fois, ce qu'on essaye de faire ici, c'est d'aller plus loin que ce qu'on faisait dans des modèles probabilistes. Okay, donc, c'est juste qu'il y a quelques propriétés en particulier quand on fera de la CP qui sont très connectées à ces propriétés de forme quadratique et qui auront des interprétations dans le cas des vecteurs gaussiens. Un petit peu comme, je vous renvoie là aussi à ce que j'avais fait l'hiver dernier, quand je vous ai présenté la régression logistique. À un moment, j'avais dû faire le parallèle avec l'analyse discriminante de Fisher. Fisher a proposé une analyse discriminante qui vous dit, je vais supposer que mes observations sont donc j'avais des observations X et j'avais des Y. Y étaient dans deux classes. Ce qu'on supposait, c'était que X conditionnellement à Y, c'était un premier vecteur gaussien, que X conditionnellement à Y égale l'autre valeur, c'était aussi un vecteur gaussien. Okay, donc, on a plein de propriétés qui découlaient de ces propriétés gaussiennes. On avait vu qu'on avait des belles ellipses dans les deux cas et que pour séparer, quand on avait les mêmes variances, le meilleur séparateur était linéaire et quand on avait des variances différentes, on avait un séparateur quadratique.
Voilà. Je vous renvoie au cours de STT 5100 sur ces discussions. Et voilà, le vecteur gaussien, il apparaît quelque part naturellement dans plein de petits problèmes. Donc c'est quand même mieux de comprendre ce qui se passe quand on est dans ces vecteurs gaussiens. Ok, je vais m'arrêter là pour cette capsule et je vous laisse continuer la suite.